Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui sur ce webinaire dédié à la sécurité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc petit tour de table, je suis Guillaume Valence, avant-vente Iliane. J'ai avec moi aujourd'hui également Julien Courtemanche, qui lui est avant-vente auprès de notre partenaire F-Secure. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Donc aujourd'hui, le sujet va traiter des vulnérabilités avec la solution F-Secure Radar. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Julien, si tu veux bien avancer la slide numéro 2, merci. Un bref récap sur la société Iliane. Donc aujourd'hui, 150 collaborateurs sur Iliane et 250 collaborateurs sur l'intégralité du groupe, répartis sur les 7 agences. Pour vous donner une proximité géographique, répondre à vos besoins et vous délivrer des équipes techniques agiles sur l'ensemble du territoire, notamment sur l'Ouest. Au niveau des chiffres, sans rentrer trop dans les détails, donc vous voyez l'évolution sur le graphe de droite entre 2015 et 2020 avec la belle progression. On a quasiment fait x2 sur les 5 dernières années, donc ça, on vous remercie parce que c'est grâce à vous, au projet, à votre confiance, qui nous permettent d'avancer tous les jours, de vous proposer des solutions de plus en plus innovantes euh, et de vous délivrer le meilleur service. On a aujourd'hui la capacité, grâce à cette réussite, à vous accompagner sur des projets conséquents, la capacité à avoir du stock, donc répondre dans des délais brefs sur vos demandes. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens et qu'on va pouvoir continuer à travailler sur de beaux projets. Nous sommes aujourd'hui, donc pour faire le focus sur F-Secure, partenaire Platinium. Une petite historique, la collaboration entre F-Secure et Eliane, c'est pas une collaboration qui date d'hier, hein, c'est une collaboration de longue date. Depuis 10 ans, en fait, Eliane a pris le parti de s'associer avec F-Secure sur les solutions de sécurité. On sait aujourd'hui que c'était un bon choix puisque F-Secure nous montre tous les jours en fait sa capacité à répondre à vos besoins, vous accompagner sur les solutions de sécurité. On vous accompagne de manière personnalisée dans vos projets, que ce soit sur le plan commercial, avant-vente, mais aussi sur la mise en œuvre technique. Le fait qu'on soit Platinium aujourd'hui, ça nous apporte des fortes compétences sur notre BU sécurité. Ça nous apporte aussi un appui très fort de la part d'F-Secure pour être au plus proche de vos besoins. Et cette proximité client, c'est vraiment la valeur ajoutée dans les projets F-Secure. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà rencontré Julien Courtemanche sur des projets en avant-vente ou en accompagnement sur le delivery. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, que vous soyez considéré comme pas un client lambda, mais un client voilà, qui s'est engagé avec F-Secure et qui souhaite derrière du suivi, un accompagnement, ce qu'on n'a pas forcément sur des gros éditeurs de sécurité où finalement vous êtes noyé dans la masse des clients et une fois que c'est signé, en cas de problème, voilà, on s'adresse à un service support où on n'est pas forcément reconnu. Donc ça, c'est vraiment la force de l'alliance Iliane et F-Secure aujourd'hui qui s'est construite durant ces 10 dernières années. Ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Hein, c'est que Iliane a de fortes relations avec F-Secure dans la remontée des informations que nos clients peuvent nous faire. Donc voilà, on est aussi actif dans l'autre sens pour avancer et résoudre les problématiques et les améliorations de produits. Donc certains d'entre vous sont déjà équipés de solutions F-Secure avec une solution, voire 2 solutions. Pour ceux qui découvrent un petit peu, sur cette slide, on va juste resituer un petit peu les différentes briques et notamment où se trouve Radar, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
Vous voyez sur ce slide 3 grosses briques qui sont anticiper, empêcher, détecter et répondre. Alors je vais commencer par la plus connue qui est celle du milieu, donc empêcher. C'est la protection de vos endpoints qui passe par les solutions F-Secure PSB, F-Secure Business Suite et Freedom pour la partie mobile. Également la protection des environnements cloud aujourd'hui avec F-Secure Cloud Protections et Salesforce O365. Ça, c'est ce qui est connu de tout le monde. C'est aujourd'hui acquis qu'un endpoint doit être protégé. Si on va aller un petit peu plus loin, il faut être aujourd'hui capable aussi de détecter et répondre à des attaques ciblées. Donc là, on va adresser des solutions de type RDR, qui s'appelle, enfin de type EDR, pardon, qui s'appelle RDR chez F-Secure, pour les attaques ciblées et avec une offre plus premium où on va parler plutôt de MDR, donc Managed Detection and Response, avec la solution F-Secure Countercept, où là, vous avez derrière des gens qualifiés en cybersécurité côté F-Secure pour répondre à des problématiques d'intrusion sur votre SI, pouvoir bloquer, intercepter ce qui est en train de se passer durant le déroulement d'une attaque. La brique un petit peu encore oubliée, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie préventive, donc anticipation de tout ce qui va se passer sur les deux briques suivantes. L'anticipation, c'est connaître ma surface d'attaque, connaître mes vulnérabilités, savoir où j'en suis dans ma sécurité. Et ça, c'est aujourd'hui obligatoire pour réduire au maximum la surface d'exposition. Donc là, on a deux produits chez F-Secure qui sont Fishday pour vos campagnes d'emailing, campagnes de phishing, et la solution qui nous intéresse aujourd'hui, F-Secure Radar. Je te laisse la main pour la partie présentation F-Secure, Julien. Si tu veux, merci en tout cas Guillaume pour cette introduction et cette présentation du portfolio que je qualifierais de platinium. C'est-à-dire que c'est là aussi on voit tout ce partenariat, tout ce trajet qu'on a fait ensemble parce que aujourd'hui Ilian connaît sur le bout des doigts nos produits et moi j'en suis très très heureux, donc je remercie à la fois Guillaume et à la fois Ilian pour l'organisation de ce webinaire. Principalement, je vois que les présents qui sont aujourd'hui connaissent F-Secure, donc je vais survoler la présentation d'F-Secure, mais je vais quand même introduire deux concepts qui sont importants et qui sont d'actualité. Là, on a le 30 ans d'existence. F-Secure, on n'est pas une start-up, on n'est pas un niche player, on est présent sur le marché de la cybersécurité depuis 30 ans. On protégeait vos données, on protégeait vos ordinateurs. Maintenant, on va parler de endpoint, de cloud, mais c'est notre métier. On ne s'improvise pas spécialiste en cybersécurité du jour au lendemain. Ça, c'est une première chose. Et l'autre aspect qui est important pour moi, c'est cet aspect européen. Nous sommes une entreprise finlandaise. Qu'est-ce que ça implique d'être une entreprise finlandaise? Déjà, la Finlande, c'est le pays du Père Noël, mais ça a plus d'actualité en cette fin d'année. En termes de cybersécurité, on s'éloigne un peu du sujet. Mais la Finlande, c'est aussi le pays de Nokia, le pays de Linux, le pays, on le sait peut-être un peu moins du RGPD, parce qu'en fait, la notion de données personnelles, elle existe dans la constitution finlandaise depuis 2004. Et tout ça, on va le retrouver pour ce petit pays, parce que la Finlande, c'est un pays peuplé, on va dire comme l'agglomération de Nantes, c'est un petit pays, mais on va retrouver tout ça dans l'ADN d'F-Secure, c'est-à-dire une entreprise qui va être très technique, une entreprise, comme on en parle souvent dans le RGPD, c'est la notion de privacy by design. Ça veut dire que concrètement, nos produits, depuis 2004, cette notion de données personnelles, elle est au cœur des produits. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer nos produits pour s'adapter au RGPD, c'était déjà prévu. Et comme on est un petit pays, on est résolument tourné vers l'Europe. Et ça, concrètement, c'est aujourd'hui excessivement important, cette notion de souveraineté européenne. On va
en parler de plus en plus. Aujourd'hui, on participe, nous, F-Secure, on collabore avec les différents CERT nationaux, dont l'ANSSI pour la France. Cette souveraineté européenne, elle est prise en compte par les différents pays européens. Si aujourd'hui F-Secure est très proche, alors j'ai mis des exemples, là ce ne sont que des comptes entre guillemets étatiques, mais si aujourd'hui il y a cette prise de conscience et si on a une très forte progression au niveau des collectivités locales, des départements, des régions, en plus du secteur privé, c'est que cette prise de conscience du besoin d'avoir des champions européens en termes de cybersécurité, elle est, j'allais dire, pour paraphraser d'autres mouvements, elle est en marche. Et globalement, l'ADN, comme l'a décrit Guillaume tout à l'heure, l'ADN d'F-Secure en France, c'est la proximité aussi. Enfin, c'est l'ADN global, mais en France, nous sommes présents en région, nous sommes aux côtés de nos partenaires et nous travaillons avec des partenaires qui nous ressemblent. Et aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, hein, Iliad est un partenaire qui nous ressemble. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de vulnérabilité. C'est pour ça que vous êtes connectés sur ce webinaire. Quand on parle de vulnérabilité, on parle de quoi? Mais il s'agit des portes d'entrée et des attaques utilisées par en termes de cybersécurité. Et globalement, on va en trouver deux types. Il y a les failles et les vulnérabilités. Alors vous allez souvent entendre parler des deux, hein, failles, vulnérabilité. On va dire que la faille, c'est la cause, la vulnérabilité, ça va être la conséquence. Où vous allez me parler de problèmes d'implémentation. Et la première chose, c'est souvent les faiblesses de conception d'un site, c'est-à-dire une erreur, je sais pas moi, une baie de stockage que vous avez placée avec un compte qui serait par défaut, une appliance installée sans désactiver certains éléments qui ne sont pas utiles. Voilà, une erreur de conception, une erreur de configuration qui va être présente sur votre SI. Et de l'autre côté, qui est un sujet, on va dire, peut-être plus connu, c'est les fameuses failles de vulnérabilité, que ce soit matériel ou logiciel, qui vont nécessiter parfois de passer des correctifs sur les machines, que ce soit des patchs Windows par exemple, ou différents firmware. Donc ces vulnérabilités, elles sont identifiées aujourd'hui avec un système qu'on appelle les CVE pour le Common Vulnerability and Exposure. Donc, et ce dictionnaire de vulnérabilité, il est maintenu et animé par un organisme qui s'appelle le MITRE, on va dire un organisme neutre qui va gérer ce dictionnaire de vulnérabilité. Pour que ce dictionnaire fonctionne, il a besoin de contributeurs. Aujourd'hui, les contributeurs, on les appelle des CNA, pour des CVE Number Authorities. Ils sont au nombre de 150, les contributeurs, présents dans 25 pays. Alors, les contributeurs, vous les connaissez sans doute, hein, c'est-à-dire que principalement, on va rencontrer des éditeurs. Microsoft en est un, Google en est un, par exemple. Et on va rencontrer aussi des laboratoires de recherche. Donc, des gens qui vont faire de la recherche sur la cybersécurité. Dans le cas d'F-Secure, on a une double casquette, donc on est CNA aussi, et on a une double casquette parce qu'on est à la fois éditeur, c'est-à-dire qu'on a des logiciels, et potentiellement, il faut l'admettre aussi, nos logiciels, on pourrait avoir des failles dedans, bien sûr, c'est naturel, on va dire, entre guillemets, c'est le risque, et on est aussi laboratoire de recherche. Par exemple, si vous avez entendu parler de failles comme une faille qui s'appelle la Ghostlock, qui est une faille qui permet, on va dire, d'ouvrir avec une clé maître toutes les chambres de portes d'hôtel, on va dire les portes à badge d'hôtel, ou une faille qui concerne les vidéoprojecteurs avec les ClickShare. Ce sont des failles qui ont été découvertes par le labo F-Secure. D'un autre côté, on va travailler aussi, nous, de plus en plus sur un système qui s'appelle, avec le système Alexa d'Amazon, ça veut dire qu'on est centre de recherche pour Amazon sur les failles de sécurité sur Alexa. Donc, si on parle des CVE et de l'évolution, on va dire, du risque, si vous regardez ce graphique, il représente l'évolution du nombre de CVE, donc de vulnérabilités publiées, et on voit qu'en 2017, il y a une explosion du nombre de vulnérabilités qui ont été publiées. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
En fait, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que déjà, ça implique quoi? Ça implique que depuis 2017, que le MITRE a repris en main ce process d'enregistrement, ce process de déclaration. Ils l'ont simplifié, ils l'ont rendu plus fluide. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est aussi plus simple de publier une CVE on va dire, de contribuer au dictionnaire de CVE. Donc ça, c'est déjà aussi une partie d'explication. Et l'autre partie d'explication, bah, c'est que le travail par les éditeurs, par les centres de recherche, alors je pense que tout le monde connaît le projet Zéro de Google, où tout le monde connaît potentiellement les systèmes de ce qu'on appelle de bug bounty, c'est-à-dire les éditeurs qui incitent, on va dire, des contributeurs à chercher leurs failles. Et ben, tout ça, ça a amélioré la qualité, on va dire, du code. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a pas forcément plus de risques de vulnérabilité, mais elles sont plus souvent publiées, mieux maîtrisées et corrigées par les éditeurs. Donc ça veut dire qu'on est plutôt, depuis 2017, à aller dans quelque chose qui serait plus vertueux, qui amènerait, on va dire, une meilleure qualité, une meilleure sécurité du code. On le voit au niveau des patchs Microsoft, on voit que globalement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de réactivité sur les failles 0D, sur les patchs. Ils sont même capables de sortir des patchs qui sortent du train de patch en urgence. Il faut se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. De l'autre côté, côté client final, ça implique quoi? Ça implique qu'avant potentiellement une faille, comme elle n'était pas publiée, il y avait uniquement potentiellement des experts qui pouvaient les exploiter. Aujourd'hui, comme les failles sont publiées et documentées, ça implique surtout qu'il faut les suivre. D'accord? Donc ça veut dire que cette bonne nouvelle, elle n'est qu'une bonne nouvelle si on fait l'effort de suivre et de gérer son risque. Et c'est tout ce qu'on va dérouler sur la suite de cette présentation. Donc si on parle de la vulnérabilité aujourd'hui la plus connue, je pense que si je vous parle d'Eternal Blue, tout le monde va la connaître, cette faille. C'est une exploitation qui avait été développée par la NSA sur le protocole SMB, donc de partage de fichiers. Elle a été corrigée par Microsoft via le patch qui s'appelait MS17010 le 14 mars 2017. Et la première publication sur cette faille, elle a lieu en avril 2017. Donc on voit qu'il y a une chronologie des faits qui est cohérente, ça veut dire que l'éditeur est informé, il corrige sa faille, il publie son patch, il y a publication, et on voit que 62 jours plus tard, on a la première exploitation de cette faille qui s'appelle WannaCry, qui a fait beaucoup de mal et qui arrivera après, qui sera aussi exploité par NotPetya fin juin 2017. Donc 62 jours potentiellement pour réagir. La plus dangereuse en 2019, c'est la BlueKeep RDP. C'est une faille qui concerne le protocole d'accès au bureau distant. Même chose, hein, Microsoft publie un patch le 14 mai 2019. La première publication, elle vient, on va dire, du renseignement britannique, qui va faire une publication début juin. Et la première exploitation qu'on va découvrir via ce qu'on appelle des honeypots, c'est-à-dire des pièges à hackers, on va découvrir le 30 juin qui commence à avoir des exploitations de cette faille BlueKeep RDP via principalement dans un premier temps des systèmes de crypto-mining, de la crypto-monnaie. Donc là, pareil, 42 jours potentiellement pour réagir. J'insiste sur ce délai et sur cette chronologie des faits. Aujourd'hui, c'est-à-dire que concrètement, les éditeurs, la plupart du temps, jouent le jeu, sont informés par, on va dire, le découvreur de la faille et vont livrer le patch avant la publication. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui encore, les failles les plus exploitées, si vous voyez par exemple beaucoup de failles Microsoft, là si on voit le code de la CVE, l'année 2015, c'est l'année de la découverte de cette faille. D'accord? Donc ça veut dire qu'on voit que encore dans la nature, les failles les plus exploitées sont des failles de 2015, des failles de 2017, des failles de 2012. Donc il y a un delta non négligeable, et ce qu'il faut se dire, c'est que même si aujourd'hui 50% des attaques, elles sont potentiellement livrées par du spear phishing, donc du phishing ciblé,
une fois qu'on vous a livré une charge, l'exploitation d'une faille, donc par exemple l'exploitation d'Office, l'exploitation d'un Adobe ou des choses comme ça, fait partie du processus de compromission d'une machine. Donc en deuxième étage d'une attaque, il y a souvent une faille qui va rentrer en compte. Mais malheureusement, on voit souvent des clients en fait qui ignorent ce risque. C'est-à-dire concrètement le fait d'avoir un Drupal qui permet de lancer du code arbitraire. Beaucoup de clients ne sont pas au courant forcément que leur version peut les amener à ce risque-là. Donc, gérer ces vulnérabilités, bah, ça va être diminuer son risque. J'ose faire un petit parallèle avec un sujet d'actualité il y a quelques semaines, avec une petite sortie de route à 200 km/h de Romain Grosjean sur un circuit de F1. Donc Romain Grosjean a quitté la route, il a tapé le rail, sa voiture s'est coupée en deux. Il a traversé le rail, découpé par son halo de protection. La voiture a pris feu, il est resté 30 secondes dans les flammes, et il est ressorti brûlé aux mains et aux chevilles parce que globalement la combinaison unifugée ne couvre pas les mains et les chevilles parce qu'ils ont quand même besoin d'avoir un peu de sensibilité, ces gens-là, au niveau des mains pour conduire. Même si pour Romain Grosjean, on ne sait pas trop encore. Mais concrètement, on pourrait se dire Romain Grosjean, il a eu de la chance. Mais en fait, si on regarde la façon dont les choses se sont passées, on voit que bah, tout ce qui a été mis en œuvre en termes de sécurité a globalement fonctionné. Alors la voiture, elle est fichue, le rail, il est fichu, tout a brûlé, mais le pilote est indemne. Et globalement, c'est le principal, c'est ce qui a été cherché à faire quand il y a eu la démarche de gestion de risque qui a été mise en œuvre sur la conception des systèmes de protection. D'accord. Donc la chance, vraisemblablement, elle rentre en compte dans cette partie, dans ce cas, mais tout a été fait pour ne pas avoir à miser sur la chance. Tout a été fait pour diminuer la part d'incertitude. Sur votre SI, il faut faire la même chose. C'est-à-dire que concrètement, vous maîtrisez parfaitement votre cœur de métier. Potentiellement, il y a une première strate autour de votre SI qui va concerner des logiciels obsolètes, des systèmes non conformes, des choses qui vont être une surexposition de la surface d'attaque, on va dire ça comme ça. Et au-delà de votre SI, et les barrières que vous ne maîtrisez pas forcément, des partenaires commerciaux, tous les malwares, le phishing, tout ce qui pourrait vous agresser votre SI, il faut tout ça essayer de le maîtriser et de le gérer parce que globalement, on ne peut pas tout miser sur la chance. D'accord ? L'autre aspect qui va rentrer en compte dans la gestion, on va dire, du risque et la gestion de vos vulnérabilités, c'est potentiellement les RGPD. Aujourd'hui, on va éviter, on va dire, la double peine, c'est à la fois se faire hacker, se faire voler ses données et en plus être responsable d'un point de vue CNIL de ce manquement. Dans la RGPD, alors là c'est le moment où je vais lire parce que je ne suis pas forcément spécialiste de tous les articles de la RGPD. On prend l'article 32, mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté. L'article 39, mission du DPO, contrôler et respecter le respect des présents règlements. Avoir un outil pour vous accompagner sur cette démarche, identifier les dérives, identifier les risques. Dans cette démarche RGPD, c'est forcément quelque chose qui va vous aider, vous structurer. Quand on me parle, moi, souvent de quelles sont mes priorités, comment je peux m'y prendre, quelle méthodologie je dois mettre en œuvre, généralement, j'essaye de mettre en avant, on va dire, 6 piliers pour diminuer le risque. Le premier pilier, évidemment, c'est identifier les logiciels obsolètes. Par définition, si un logiciel est obsolète, il n'y aura plus de correctif dessus. Donc, il met l'entreprise à risque. Patcher les vulnérabilités critiques et élevées. On reviendra tout à l'heure sur cette notion de critique et élevée pour la qualifier. Et quand je parle de patcher, on va dire que c'est un vilain anglicisme dans le cas présent. On est dans l'optique de se dire
je vais corriger à la fois potentiellement des bugs logiciels, mais je vais aussi corriger tout ce qui n'a pas lieu d'être. Par exemple, si vous exposez des services en trop ou si vous en montrez trop, entre guillemets, d'informations, ça fait partie des choses qu'il faut corriger. Donc le patcher dans le cas présent, c'est à la fois fixer, on va dire, du bug logiciel, mais aussi corriger potentiellement ce qui serait exposé. Gérer vos vulnérabilités avec une approche basée sur le risque, évidemment, dans un SI, tous les services, entre guillemets, qu'un SI va faire tourner ne se valent pas d'un point de vue risque. Idem, si je reprends mon parallèle avec la voiture de Romain Grosjean, à la limite, la voiture, on aurait pu la faire plus solide. Peut-être que ça aurait évité qu'elle prenne feu ou qu'elle se coupe en deux, mais l'objectif, c'était de protéger le pilote. Donc concrètement, on n'allait pas faire une voiture plus durcie ou qui, d'un point de vue performance, aurait été peut-être moins simple, comment dire, moins facile à conduire ou plus cher à produire. Et on doit faire exactement la même chose sur le SI, c'est-à-dire faire les arbitrages qui vont bien en fonction du risque et des arbitrages financiers, des priorités en termes de ressources. D'accord ? Là, on a sauvé le pilote et globalement, c'est tout ce que l'histoire retiendra. Soyez conscient de ce que vous exposez comme service et application sur Internet. Il ne faut pas négliger aujourd'hui le travail d'ingénierie sociale des hackers. Typiquement, on prend aujourd'hui un malware bancaire comme Emotet. Il est livré via un phishing le plus souvent, et le phishing qui est lancé pour un Emotet, il va utiliser des mails qu'ils ont volés à des clients légitimes pour reprendre des cours de discussion, entre guillemets, et ils vont travailler, on va dire, sur un travail d'identification de ce qu'utilise le client. On va retrouver de plus en plus de notions de verticalité en disant j'ai des groupes de hackers qui vont, par exemple, s'intéresser uniquement dire au métier, je ne sais pas moi, de la logistique, de l'agroalimentaire, des bailleurs sociaux, je ne sais. Donc, des gens qui vont s'hyper spécialiser sur certains sujets et qui, du coup, vont vraiment avoir un travail préparatoire. Donc, moins on en montrera, moins on montrera d'aspérité et moins on aura de chance, entre guillemets, d'être identifié comme une cible. Protéger et patcher vos accès à distance. Je fais souvent, moi, le distinguo entre ce qui va concerner on va dire les fixes à apporter au niveau de l'applicatif, des OS, et ce qui va, on va dire, être lié à l'infrastructure. D'accord, l'infrastructure, protéger, patcher vos accès distants. On a trop vu au début du Covid des entreprises se faire attaquer entre guillemets par la grande porte. Hein. Donc c'est basiquement des choses qu'il faut sécuriser. Hein. Je pense à les Citrix, les VPN, les RDS ou des choses comme ça. C'est des portes d'entrée et des portes royales si elles ne sont pas gérées. Et surtout, mon dernier point qui reviendra, mais je vais le rabâcher pendant tout ce webinaire, on n'est pas dans une opération en one shot. On est sur une démarche d'amélioration en continu. D'accord ? C'est-à-dire que faire les efforts nécessaires, les cinq entre guillemets les 5 piliers que je vous ai énumérés, et se dire bon bah je l'ai fait, maintenant on attendra le prochain déluge pour le faire, ça ne sert strictement à rien. Il faut rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc maintenant, avoir un outil comme Radar pour gérer votre vulnerability management, ça va vous accompagner et vous aider au quotidien. C'est-à-dire que mettre en œuvre ça sans avoir les leviers qui vont bien, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut se faire guider, alors, à la fois se faire aider par un outil, pour certaines typologies de comptes, se faire accompagner par un partenaire comme Ilian aussi, parce que des fois on va, pour un compte, gérer une vulnérabilité, c'est faire de l'investissement, de la recherche, même si on va vous aider. Pour, par exemple, Ilian, c'est simplement remettre en œuvre une base de connaissances, entre guillemets, qui a déjà été appliquée ailleurs. Donc, des fois, se faire aider par un partenaire, c'est aussi éviter de réinventer la roue. C'est important. Donc, les piliers de Radar, dans un premier temps, je vous le décrire comme une plateforme clé en main. Voilà, on vous livre une plateforme pour gérer et analyser vos vulnérabilités. Identifier et gérer les menaces internes et externes. Donc souvent,
on faisait le focus uniquement sur l'extérieur, donc c'est-à-dire le risque exposé à l'extérieur. Maintenant, avec surtout ce qui se passe en 2020, c'est-à-dire avec le nomadisme, le télétravail, ou même de plus en plus des services et de la donnée hébergés dans le cloud, l'extérieur de votre entreprise et l'intérieur, donc l'intérieur, ce qui est protégé par le périmètre, par la sécurité périmétrique, ces deux paramètres, on va dire, ces deux éléments sont aussi à risque. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas uniquement se dire, je vais regarder comment ma sécurité périmétrique, l'étanchéité de ma sécurité périmétrique. Dites-vous que une partie de vos données et une partie de vos assets, de vos ressources informatiques, elles sortent de ce périmètre et elles y retournent. Donc il faut avoir une vision plus large. Conformité, on en a parlé, au RGPD, aux normes PCI DSS ou d'autres normes, on va dire, ou parfois des prérogatives groupes, on va dire, à respecter, apporter de la visibilité, ça c'est aussi important, avoir des indicateurs, avoir de l'information, ça met aussi de la maturité dans les relations en interne avec les différents services, entre l'IT, d'autres services internes de l'IT ou des services métiers, avoir de la visibilité des métriques, c'est important. Cartographier votre surface d'attaque, on va en reparler tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on expose et est-ce que j'en expose pas trop. Et le plus important, et ça c'est dans notre démarche aussi européenne, on fait le travail, nous, F-Secure, de faire certifier nos produits auprès de l'ANSSI ou d'autres CERT nationaux. Donc là, on est en train de faire la certification CSPN pour Radar. Donc on obtiendra en début 2021 la certification CSPN de l'ANSSI. Ce petit graphique-là est là pour vous montrer et vous expliquer qu'on est dans une démarche où je vais découvrir mes assets, je vais les scanner, je vais gérer mes vulnérabilités et je vais rentrer. Il n'y a pas de rupture dans les flèches là, hein, ça veut dire que je vais rentrer dans une démarche continue de l'amélioration de mon SI. D'un point de vue infrastructure et design, comment fonctionne Radar? Petit logo hybride ici. Aujourd'hui, la majorité des dossiers qu'on fait sur Radar sont des solutions cloud, c'est-à-dire que le portail qu'on héberge pour Radar est dans le cloud, donc hébergé, on va dire, comme si vous connaissez le produit PSB, hébergé par F-Secure. Et on a la solution aussi, potentiellement, d'héberger ce portail on-site. Et ce portail en tant que tel, il a besoin de travailler en collaboration avec ce qu'on appelle des scan nodes, donc des nœuds de scan en français. Et ces scan nodes, ils vont être soit hébergés dans le cloud pour scanner des IP publics, soit hébergés sur site chez vous. C'est un service qui va tourner sur un Linux ou un Windows pour scanner vos réseaux privés. Vous allez pouvoir en héberger plusieurs si vous avez de la segmentation réseau, par exemple. Donc voilà, donc ça veut dire que j'ai des scan nodes qui vont collaborer avec un portail que je vais détailler plus loin. Et Radar va utiliser deux systèmes, on va dire, trois modes plutôt, mais va utiliser déjà un premier système pour scanner qui s'appelle le scan réseau. Donc ça, c'est typique, on va dire, d'un scan de vulnérabilité. C'est-à-dire, je vais scanner mes IP, quels ports sont ouverts et quelles vulnérabilités sont applicables. Mais on va retrouver, on va dire, deux items que je vais pouvoir presque grouper en deux. Le scan authentifié, WinRM, RPC, SSH, qui va permettre, comme son nom l'indique, d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de la machine. D'accord. Donc d'aller récupérer des informations dans la machine. Et on va introduire début 2021 un agent d'inventaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire du scan authentifié. On va directement utiliser un agent d'inventaire qui, de manière opportuniste, ira remonter les informations au portail Radar. Et alors cet agent d'inventaire, il s'appellera le One Client Radar. Il pourra fonctionner, on va dire, en indépendant. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une solution d'antivirus tiers, vous pouvez installer l'agent sur vos machines et vos machines remonteront les informations. Donc vous ferez à la fois du scan réseau ou du scan authentifié et potentiellement du scan d'inventaire avec cet agent. Et si vous êtes déjà client RDR ou PSB, il faudra savoir que
intrinsèquement, vous aurez déjà l'agent installé. C'est-à-dire que concrètement, un client PSB en 2021 qui deviendrait client radar pourra simplement demander à ses agents PSB de remonter les inventaires. Donc là, ça simplifie aussi la démarche pour trouver du Shadow IT, parce que si je fais un scan réseau et qu'en parallèle, le parc que je maîtrise me remonte mes inventaires, si j'identifie des machines qui ne sont pas maîtrisées potentiellement, bah, c'est que faut que je m'intéresse vraiment à ces machines-là. D'accord? En détail, pour F-Secure Radar, un peu de visuel. Aujourd'hui, toujours pareil pour les clients qui sont clients PSB, RDR, vous allez reconnaître, on va dire, la même charte graphique, le même visuel que les produits que vous connaissez. Simplicité, convivialité, c'est souvent notre positionnement. Là, on est sur le dashboard. Le dashboard doit permettre au client, en un coup d'œil plutôt, d'aller contrôler, on va dire, son système. La découverte, donc tout à l'heure, je parlais, on va dire, de la cartographie, la cartographie du SI. Souvent, le constat quand on lance une cartographie d'un SI, c'est que, je disais, on en montre trop. On s'aperçoit que certains systèmes exposent des ports qui ne sont pas utiles, soit il n'y a potentiellement pas à l'instant T de vulnérabilité dessus, mais ça sert potentiellement à rien d'en montrer trop. D'accord. Ça, il faut bien le comprendre. Et via la cartographie du SI aussi, on va apprendre des choses intéressantes sur notre parc, et par exemple être informé que une machine qui hier n'exposait pas tel ou tel port, par exemple je prends le port 5009 qui est utilisé par VNC, qui le lendemain commence à exposer ce port, potentiellement soit c'est qu'il y a une modification, soit elle est maîtrisée, elle n'est pas maîtrisée, soit potentiellement il y a une backdoor qui est mise en place. Donc identifier des changements dans sa surface d'attaque, ça peut être aussi anticiper du risque. Et le cœur de la machine, bien sûr, c'est d'identifier les vulnérabilités. Là, on a un écran qui va nous montrer des vulnérabilités concernant Apache et OpenSSL. Ces vulnérabilités, on va pouvoir les grouper, identifier quelles vulnérabilités concernent quelle machine, quelle liste de machines, ou quelle machine a quelle vulnérabilité, les grouper ensemble, faire des recherches en fonction des types de services concernés. Et on voit ici surtout qu'il y a une notion de score. J'avais dit que je reviendrai sur cette notion de score, on va dire les élevés, les importants et les élevés. Le score qu'on voit ici, ce 10, là, toutes les machines sont à 10 dans le cas présent, enfin toutes les vulnérabilités sont à 10 dans le cas présent. On utilise une base de score qui est quelque chose de standard sur le marché, hein, qui s'appelle le modèle CVSS. Donc le modèle CVSS, c'est ce qu'on appelle une classification qui va travailler avec, d'un côté, un vecteur d'accès. Donc ça veut dire que si j'ai une vulnérabilité qui est accessible en local ou qui est accessible depuis le réseau local ou depuis le réseau distant, elle n'aura pas, on va dire, la même classification. Elle va travailler aussi CVSS avec la complexité. Est-ce que j'ai besoin d'une condition pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité? Est-ce que j'ai besoin de plusieurs conditions imbriquées, ou est-ce que globalement, de base, une installation de base me permet d'exploiter? Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'ai la complexité pour pouvoir exploiter cette faille? Et l'authentification. Donc, est-ce que j'ai besoin de m'authentifier au moins une fois, plusieurs fois, ou aucune authentification? Donc, on comprendra qu'avec le vecteur d'accès, la complexité, l'authentification, imaginons qu'on ait une faille accessible depuis, entre guillemets, le réseau distant, depuis Internet, qui ne nécessite pas de contexte et qui en plus ne nécessite pas d'authentification. Globalement, on va se retrouver avec une faille qui va avoir un risque le plus élevé possible. Et ce score CVSS, on le verra un petit peu plus loin, on va être capable de le corréler avec deux notions, une notion temporelle. Concrètement, une faille, elle peut être publiée, mais on n'a pas de preuve à l'instant T de son exploitabilité. D'accord? Est-ce qu'elle est exploitée publiquement? Si on sait qu'elle est exploitée publiquement, ça change tout, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est dangereuse, et en plus, on sait qu'elle est, qu'elle est mise en œuvre, entre guillemets. Et on verra aussi qu'on a une notion d'impact pour le pondérer, parce que, ce que je disais tout à l'heure, tous les systèmes du SI ne se valent pas. Si je reprends les piliers que j'ai introduits tout à l'heure, et l'idée maintenant c'est de faire
le parallèle avec mon produit radar, je parlais tout à l'heure d'identifier les logiciels obsolètes. C'est là où le scan authentifié ou l'agent d'inventaire va prendre tout son sens par rapport, on va dire, à une approche purement réseau. Là, sur cette machine, je vais identifier que j'ai du NetFramework, du 7-Zip, du Adobe qui m'expose des failles. D'accord? Et là, sur l'écran à gauche, je vais voir, là, dans le cas présent, c'est ce que vous aurez accès en 2021, c'est en début 2021, c'est l'accès à mes devices gérés par PSB ou avec mon agent standalone qui vont remonter des informations, que ce soit des informations logicielles et des informations matérielles. D'accord? Donc ça, avec un scan réseau, on ne verra qu'une vision surfacique de la machine. Avec un scan authentifié ou avec l'agent d'inventaire, on va remonter tout ce que la machine a à l'intérieur et identifier potentiellement tout ce qui va être exploitable à l'intérieur de ma machine. Patcher les vulnérabilités critiques et élevées. Là, on a pris l'exemple de patch avec Oracle, avec MySQL et l'exemple de WannaCry. Radar ne patche pas. Radar ne va pas mettre en œuvre les correctifs logiciels à votre place ou les correctifs de configuration. Radar va, lui, vous identifier potentiellement quels sont les KB constructeurs ou éditeurs en face de ce risque. Potentiellement, là, on voit la solution pour WannaCry. Radar va vous donner, on va dire, un moyen de contournement, vous conseiller potentiellement sur une solution palliative le temps que vous ayez le temps de faire un correctif, c'est par exemple un patch. Donc Radar, lui, en tant que tel, ne met pas en œuvre le correctif. Par contre, si vous avez la suite, donc que ce soit PSB ou Business Suite, donc notre suite de sécurité des endpoints, ça, évidemment, sur la sécurité des endpoints, la mise en place des patchs, elle va être couverte par F-Secure. D'accord? Donc, le produit, on va dire qu'il y a une logique après derrière, c'est un peu le principe du scan, on va dire, via inventaire. Si vous êtes client PSB, vous allez pouvoir, on va dire, créer un lien entre votre produit radar et votre produit PSB. D'accord? Donc, mais en tout cas, on est là aussi, nous, pour vous conseiller et vous aider, c'est-à-dire que s'il y a un contournement possible, si les patchs sont disponibles, on va vous envoyer, entre guillemets, vers la bonne KB pour vous faire gagner du temps. Gérer vos vulnérabilités avec une approche basée sur le risque. J'avais dit que je reviendrai tout à l'heure sur la notion de score d'impact, on va dire pondérer le score CVSS avec un critère, un facteur d'impact. Il est là mon facteur d'impact. Il s'appelle le CIA. C'est pareil, c'est un standard du marché. C'est pour confidentialité, c'est-à-dire concrètement, est-ce que ma machine héberge de la donnée sensible ou on va dire potentiellement de la donnée publique. Plus la donnée va être sensible, plus le score va être élevé. Intégrité, c'est-à-dire est-ce que on prend le cas d'un serveur de backup. Si aujourd'hui je viens altérer votre serveur de backup, j'altère vos backups. Si j'altère une base de données, c'est pareil. Donc l'intégrité, c'est quel est l'impact si je viens altérer ces données, et la disponibilité, alors A comme availability en anglais, la disponibilité, un système qui va être périphérique, on va dire, à votre SI, a potentiellement moins besoin de disponibilité qu'un système qui va être critique sur le cœur de métier. Si je prends par exemple un serveur de backup, aujourd'hui, serveur de backup, il va être entre guillemets moyen potentiellement sur la confidentialité. Il y a des chances que les backups soient en plus chiffrés. Il va être très important sur l'intégrité parce que si j'altère ces données, ça va être très impactant. Et il va être moyen, on va dire, sur la disponibilité, parce qu'en fait, en réalité, ma fenêtre de backup, elle ne dure peut-être que 2-3 heures par jour. Donc, une faille, en gérant le CIA sur ma machine, je vais aller pondérer l'impact de telle ou telle faille, et ça va me permettre, moi aussi, de doser mon effort, c'est-à-dire de mettre, entre guillemets, les ressources qui vont bien et la priorisation qui va bien en fonction de telle faille concerne telle ou telle machine. Diminuer sa surface d'attaque avec radar, je disais tout à l'heure, surtout d'être vigilant sur ce qu'on expose sur Internet, sur l'identité numérique de l'entreprise. Alors j'ai pris un nom de domaine
qui s'appelle gouv.fr, et on voit un petit extrait ici où globalement on voit qu'il y a du Apache, du SPIP, du Nginx avec des numéros de version. Tout ça, c'est des informations qui sont utilisées par les hackers. Euh, vous allez pouvoir lancer, on va dire, des scénarios d'attaque pour tester, on va dire, vos sites, pour savoir l'exploitabilité des sites. On n'en parle pas assez, ça, souvent, de ce qu'on appelle la défiguration des entreprises, on va dire, qui, c'est un moindre mal, vont juste, entre guillemets, se faire changer leur site web. C'est quand même important parce qu'on touche à la marque d'une entreprise. Généralement, quand il y a une défiguration d'un site web, c'est rarement flatteur, mais c'est souvent excessivement facile à faire quand vous avez un CMS qui est soit mal configuré ou pas patché correctement, ou un serveur web qui a été identifié comme ayant telle ou telle faille. Donc, ce qu'on va exposer sur Internet, ça peut nous mettre en danger soit au niveau de la défiguration, mais ce qui est un moindre mal, soit carrément sur l'exploitabilité d'une faille qui va aller permettre d'injecter du code et de lancer, on va dire, une attaque de plus grande ampleur. Protéger, patcher vos équipements d'accès distant, pareil, là je ressors d'un rapport avec des failles qui concernent du Citrix ou du Juniper, et je vois sur une des failles Citrix que j'ai un petit bouclier bréché. Bah là, le système me dit, cette faille, elle va être potentiellement importante, mais en plus, je sais qu'elle est exploitable, et l'exploitation, elle est publique, c'est-à-dire que n'importe quel développeur du dimanche va être capable de mettre en œuvre une exploitation contre moi. Et pour finir sur mes 6 piliers, j'ai dit que j'insisterai, je finis par ça surtout, c'est rentrer dans une démarche d'amélioration en continu. Le client qui sera à 100% dans le vert, qui n'aura aucune vulnérabilité, il n'existe pas. D'accord ? Par contre, aujourd'hui, moi, quand je vois un graphe comme celui-ci, je vois un client en première lecture qui est rentré dans une démarche de gestion de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il est au départ, obligatoirement, son score sur les élevés et les moyens était important. Il est rentré, il a eu très rapidement des résultats. Parce qu'il y avait des choses simples à mettre en œuvre, juste des petits tweaks entre guillemets de configuration à faire à droite à gauche. Donc il a eu un gain très rapide, surtout sur ses hauts risques. Et après, derrière, son risque, il va faire le yo-yo autour d'une ligne en fonction de la disponibilité de certains pages, l'application et ça. Mais surtout, il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive des risques moyens et des risques élevés. Donc ça veut dire que pour moi, ce type de graphique-là, c'est exactement ce qu'on devrait retrouver dans une démarche telle que je vous ai décrite. C'est-à-dire que on ne sera jamais asymptotique à zéro. Peut-être qu'on va y arriver parce qu'il y a des projets qui vont se passer sur un temps long, des projets de réingénierie de l'infrastructure, des changements, mais ça, c'est des projets presque qui vont se passer sur 2-3 ans, mais dont la sécurité va rentrer, on va dire, en compte dans ce design. Mais en tout cas, il n'y a pas une dérive et une non-maîtrise du risque sur ce graphique-là. Et parce que on voit, hein, ça monte, ça descend un petit peu, parce qu'il y a une gestion qui est faite et une gestion qui est correcte du risque. C'est tout l'idée, je vous dis, c'est pas de dire on va tout corriger, mais on ne peut pas vivre dans l'ignorance. Ignorer son risque, c'est contre-productif, ça ne vous permet pas en plus d'aller chercher potentiellement des budgets, vous n'avez pas les arguments nécessaires pour montrer qu'il y a telle ou telle dérive. Donc c'est important de rentrer dans une démarche, on va dire, assez mature sur ce point. Il est assez facile d'évaluer Radar. Vous avez vu un système dont le portail est potentiellement hébergé en cloud, le déploiement d'un nœud de scan qui est assez rapide. Le modèle qu'on privilégie la plupart du temps, c'est de passer par des tests, des évaluations. Le fameux « il faut voir ça chez soi ».
Mettre cette évaluation en place, c'est assez simple et rapide. Toujours pareil, hein, votre point d'entrée et votre contact commercial, Ilian, et après derrière, nous, F-Secure et Ilian, nous travaillons ensemble pour vous accompagner. On arrive à la fin de cette présentation. Certains l'ont déjà vu, il y a dans l'interface du webinaire la possibilité d'utiliser un chatter, et vous allez avoir la possibilité maintenant d'écrire vos questions dans le chat. Alors j'ai déjà quelques questions qui sont arrivées au fur et à mesure, Alors, mais ouais, j'ai des questions, Julien, j'ai fait un peu le tri sur quelques questions. Alors la question qui va revenir souvent, c'est avoir la présentation. Donc là, je vais répondre pour cette partie-là. Vous aurez le webinar disponible sur le site Ilian, qui sera uploadé là plus tard demain. Vous aurez la possibilité de télécharger également le PowerPoint, ou de revisionner le webinaire si besoin. Une autre question sur la différence entre un scan de vulnérabilité et un pen test. alors cette question, c'est une question qui revient souvent d'ailleurs. Moi, c'est pas deux concepts que je mets en concurrence en tout cas. Pour moi, c'est plutôt deux concepts qui sont complémentaires. Je vais reprendre mon parallèle de voiture, on va pas en sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, votre voiture, potentiellement, elle a passé un crash test pour qualifier, on va dire, son risque de base, des tests qu'on appelle des tests de l'élan pour faire des évitements. Alors, c'est assez populaire dans les pays du Nord, ça. Il y a moins d'élan chez nous, on va dire. Et potentiellement, vous allez passer tous les 2 ans, 4 ans, je crois, un contrôle technique, d'accord? Mais en parallèle, ça ne vous empêche pas de faire le niveau d'huile, faire votre pression des pneus, nettoyer vos phares, mettre votre ceinture de sécurité, respecter la vitesse. Ça ne vous empêche pas au quotidien de mettre en œuvre des éléments de sécurité. C'est-à-dire que c'est la même chose entre un pen test et un vulscan. Un scan de vulnérabilité, c'est, on va dire, de l'hygiène au quotidien. Vous allez limiter votre risque au quotidien, d'accord? Enfin, au quotidien sur une base de temps proche. Un pen test, c'est plutôt une approche scénarisée où vous allez confronter votre SI à on va dire un hacker blanc, et qui va lui potentiellement mettre en œuvre l'enchaînement de plusieurs failles et l'enchaînement d'un scénario en place. Donc un pen test, ça se lance sur un temps long, et vous allez apprendre des choses, vous allez vous confronter, d'accord, tel on va dire un sportif va s'entraîner au quotidien et de temps en temps il va faire des compétitions, il fait les Jeux Olympiques tous les 4 ans, mais il va quand même faire des compétitions, il a besoin de faire de la compète. Et ben ça va être globalement la même chose pour vous au niveau du pen test. Alors je serais tenté de vous dire, comme pour mon sportif du coup, si vous voulez rester en bonne santé, faites des entraînements uniquement en faisant du scan de vulnérabilité. Si vous voulez faire de la compétition de temps en temps pour vous rassurer sur votre niveau de performance, faites des pen tests. Vous serez bien sûr bien meilleur en compétition si vous vous entraînez. Est-ce qu'on a d'autres questions, Guillaume, du coup? Alors oui, on a une question sur la partie POC, donc en gros sur comment faire pour tester la solution et le temps en fait, la durée possible sur un POC. Alors sur la mise en place du POC, là, il faudra se retourner vers votre commercial préféré chez Ilian, pour qu'on regarde un petit peu ce que vous voulez faire en termes de périmètre à couvrir. La mise en place, comme l'a dit Julien, elle est pas complexe et chronophage puisqu'on a une grosse partie qui est gérée dans le cloud. Euh, Ensuite, sur la durée du POC, Julien, j'ai un doute si on est au-delà de 60 jours sur les licences de test. Généralement, on va vous fournir pour votre POC un pourcentage entre guillemets des assets qu'on a identifiés chez vous. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous avez 500 IP sur votre LAN, on va vous fournir 50 licences et on va partir sur 1 mois ou 2 mois, mais la plupart du temps, on va vous jalonner en fait pendant ce POC. C'est-à-dire qu'on va faire un démarrage avec vous, on va mettre en place et on va laisser tourner et on va débriefer avec vous pour voir ce qui est ressorti,
Le principe, c'est surtout de voir vos vraies données et de voir, on va dire, souvent les clients, quand on en discute avec eux, ils voient au feeling, entre guillemets, ils sont capables de dire, tiens, moi, j'aimerais qu'on scanne cette machine-là, cette machine-là. Ça veut dire que les points noirs, entre guillemets, les points d'ombre d'un SI, les clients les connaissent. Donc, ça nous aide aussi, nous, à mettre en place ce POC. Donc, on n'a pas forcément, la plupart du temps, besoin de faire des POC qui sont très, très longs pour prouver soit l'intérêt pour le client et aussi la valeur du produit. Merci Julien. J'ai pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Tu peux dire qu'on a des compliments en parallèle. On a des compliments, c'était très pédago. Ah, si on a une autre question sur la capacité de faire des rapports, j'en ai pas parlé sur la présentation, mais oui, on a des rapports préformatés, que ce soit alors par exemple des rapports pour le PCI DSS, mais ce qu'on appelle les executive reports, c'est-à-dire des rapports pour livrer à des personnes qui sont parfois non techniques. Donc comité de direction, des choses comme ça. Donc oui, le produit va vous permettre de sortir, on va dire, de la visibilité pour vos équipes non techniques aussi. Comment peut-on faire des modèles d'attaque comme WannaCry? Alors, le principe d'un scan de vulnérabilité, c'est d'avoir, on va dire, un dictionnaire de vulnérabilité à comment dire, à tester sur telle ou telle machine. Et en fait, on peut faire des scans, on va dire, unitaires qui sont très très rapides. Donc si par exemple, demain, il y a telle ou telle faille, on va prendre la WannaCry, mais elle commence à dater, mais s'il y a une faille qui vient de sortir, je prends la Zero Logon par exemple, qui est beaucoup plus récente, faille Zero Logon, j'ai une publication dessus, je veux me rassurer rapidement et pas forcément attendre, je sais pas moi, 10-15 jours que j'ai une remontée complète de mon parc. Et ben, je vais faire un scan uniquement focus sur une faille. On a la possibilité de faire ça, de faire un modèle et dire je vais scanner tout mon parc très rapidement, c'est-à-dire je veux la réponse dans les 15-20 minutes uniquement sur une faille. Donc ça, c'est une possibilité qu'on a, c'est de travailler avec un modèle et d'embarquer uniquement un scénario d'attaque. Ok, je déroule. J'ai pas de questions supplémentaires pour le moment. Ce qui nous permettrait de tenir un timing parfait. Hein, On est dans les temps, tout à fait. Donc pour clôturer en fait ce webinaire, donc là on a abordé la partie F-Secure Radar qui prend son sens en fait si vous utilisez déjà d'autres solutions F-Secure, on l'a vu par les explications de Julien sur l'intégration de plus en plus poussée entre les différents modules, que ce soit PSB, radar, RDR. Donc nous on se tient à votre disposition pour étendre en fait les solutions dont vous disposez déjà avec Radar. La partie POC, vous pouvez nous solliciter là-dessus pour des mises en place assez rapides. Donc j'espère que c'était clair pour vous, que ça vous a donné une vision un peu plus large sur ce qu'est la sécurité aujourd'hui et ce dont on doit en fait, s'occuper et pas délaisser. Donc le webinaire est maintenant terminé. Au nom d'Iliane, je vous remercie tous donc pour votre participation. Également, vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on espère vous revoir sur début d'année prochaine pour des beaux projets. Merci à toi Julien pour la qualité de cette présentation. Et puis à suivre pour d'autres aventures sur F-Secure et Eliane. Merci, bonne journée, bonne fête de fin d'année à vous, au revoir. Merci, au revoir.